Partir à Mayotte. Mayotte, c'est un endroit qu'on ne connaît pas beaucoup quand même. Alors oui, c'est un endroit qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est à l'entrée du canal du Mozambique. Mayotte, ça fait partie de l'archipel des Comores, donc 4 îles. Trois de ces îles sont indépendantes. Et puis il y a Mayotte, qui est restée française et qui est française depuis 1975. Alors bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez bien cette île. Non. Non. J'ai pas eu Elle a cette chance fait encore. la une des journaux en septembre, en Ouais. octobre dernier. Bien sûr, ce petit bout, ce petit coin d'Europe, dans ce coin de l'océan Indien, attire les convoitises. Petit coin de France carrément. Voilà, aussi. ce petit coin de France. Et aussi les candidats à l'immigration des pays alentours. On y vient pour travailler, souvent à ses risques et périls. Vous allez voir, c'est une histoire, plutôt un drame, qui commence comme un conte, par Il était une fois. J'étais passeur, moi. Je ne demandais jamais rien à personne. On discutait avec les passagers avant de partir, et puis on y allait. À l'arrivée, ils se démerdaient. Je ne leur demandais jamais ce qu'ils allaient faire. Même si je les sentais inquiets, je m'en moquais. Quand la mer était agitée, j'étais content. Je fonçais. Je ne cherchais pas à savoir ce qu'ils pensaient. Je m'en foutais. On allait à Mayotte. On allait à Mayotte. C'est l'histoire de centaines d'hommes et de femmes qui vivaient ensemble sur 4 îles, une même famille. L'histoire de centaines d'hommes et de femmes qui ont traversé un jour des kilomètres de mer pour trouver une vie meilleure chez leurs frères, leurs voisins. Ibou a débarqué ainsi un soir de 1995 sur une plage de Mayotte. Clandestin, sans travail, il a vite trouvé un embarquement sur un bateau de pêche. Aujourd'hui, Ibou pêche des thons et des bonites en suivant les oiseaux. Au début, j'ai vraiment souffert. Il y avait le vent, la pluie, la mer, les vagues. On allait loin. Il y a toujours ça maintenant, mais j'ai continué, j'ai résisté et je suis devenu très fort. Je suis devenu un grand pêcheur. Maintenant, Ibou n'a plus peur. À 60 km des côtes, une demi-baguette et une bouteille de soda en guise de repas, et Mayotte, qui n'est plus qu'un mirage à l'horizon. Les habitants de Mayotte, ils ont fait des études, ils ont leur travail, ils ne s'embêtent pas à aller à la mer. Pour eux, la mer, c'est très dur. Ils ne viendront jamais jusqu'ici comme nous pêcher des thons. Alors que chez nous, depuis toujours, on joue avec la mer. Déjà tout petit, on aime la mer. Même les gens qui travaillent dans les magasins y vont dès qu'ils ont un moment. Ibou et Abrami viennent d'Anjouan, une île à l'entrée du canal du Mozambique, entre Madagascar et la côte est de l'Afrique. Anjouan, avec Moélie, Grande Comore et Mayotte, forment l'archipel des Comores. Françaises pendant plus d'un siècle, ces 4 îles ont décidé de leur sort par référendum en 1975. Toutes ont choisi l'indépendance, sauf Mayotte, qui a préféré rester française. 30 ans plus tard, Mayotte est toujours une collectivité territoriale sur laquelle la métropole tente de calquer un modèle français. 170 000 habitants, des écoles, des routes, l'électricité, l'eau potable, un hôpital moderne, un salaire moyen de 650 € par mois. Mayotte a tout pour plaire. Eldorado français dans ce coin de l'océan Indien.
Les parents de Frédéric Dachery sont arrivés à Mayotte en 1912 pour reprendre une plantation. Ça, c'est un village qui a disparu. Dans ces villages agricoles. Là, c'est dans Une autre époque, Mayotte, terre d'outre-mer. Mayotte, terre coloniale. Né sur l'île, ancien conseiller général, Frédéric Dachery a milité activement pour Mayotte française. Les boutres qui reliaient les îles Comores, notamment Anjouan et Mayotte. Ce sont des îles qui géographiquement sont sœurs. Bon, chacun a choisi son destin en 1974. Certaines d'entre elles l'ont regretté à un moment donné, tant et si bien qu'à Anjouan, ils ont hissé le drapeau français, alors qu'ils étaient déjà indépendants. Quand Mayotte choisit de rester française en 1975, elle crée une vraie fracture sociale et politique dans l'archipel. Mais ce choix n'est pas innocent, il lui permet de se protéger de la haine ancestrale qui sévit entre les 4 îles. Une même famille, déchirée par les passions. Ils sont peut-être frères par le sang, par l'attache familiale, mais totalement ennemis au point de vue politique. Mayotte est devenu le meilleur employeur de la région. Un tiers de sa population vient des îles voisines. Ce sont des clandestins, surtout des Anjouanais. Essentiels pour la pêche, sans eux, il n'y aurait pas de poissons à Mayotte. L'année dernière, les autorités françaises ont dû régulariser plus d'une centaine de pêcheurs pour éviter la pénurie de main-d'œuvre et la flambée des prix. Ibou a eu lui aussi une carte de séjour il y a quelques mois. Il doit la renouveler tous les ans. Avec un salaire moyen de 300 € par mois, il habite rue du Collège, quelque part dans un quartier de Mamoudzou, la capitale. Il vit avec ses 4 enfants et sa femme, venue elle aussi clandestinement. Ce n'est pas du tout grand, mais tout petit comme ça. Une petite chambre comme ça, avec des enfants, avec les 4 enfants. Vous voyez? Trop peu ça. J'habite avec ma famille là. 4 enfants avec moi. C'est trop peu. 50 € par mois pour un demi-container, sans compter l'eau et l'électricité. Ma tortue. Mais pour l'éducation de ses enfants, Ibou ne regrette rien. Ici, c'est plus facile qu'à Anjouan. Là-bas, il faut payer pour avoir une bonne école. Mayotte, pour l'école, c'est mieux. Ici, mes enfants peuvent suivre de bonnes études. Et puis, je paye moins cher les médicaments. Je suis content parce que ce sont des médecins français qui les soignent. Après, ils ont des forces. Moussi, Moustadian. Il n'est pas là, ton frère? Il est là, ton frère? Il est où? Une économie parallèle s'est aussi créée dans l'agriculture. Dans les bidonvilles de la capitale ou d'ailleurs, on trouve souvent des petits terrains comme celui-ci. Ils appartiennent à des Mahorais, les habitants de Mayotte, et sont cultivés par les clandestins. maïs, wakati. Parfois, les Mahorais nous font travailler et ils ne nous payent pas le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième. Et après, au moment de nous payer, ils appellent la police pour nous faire expulser. On nous laisse faire tout le boulot et après, on vient nous dire de quitter les champs au moment de la récolte. C'est de l'injustice. Les gens comme moi qui ont des papiers, ils peuvent porter plainte. Mais ceux qui n'en ont pas ne peuvent rien faire. Ibou est né sur l'île d'Anjouan, à 73 km de Mayotte. Entre ces deux îles sœurs, 73 km de mer, redouté par les marins pour ses changements d'humeur et ses courants imprévus. Anjouan, pas de carte bleue, de système bancaire reconnu, des routes souvent défoncées, des paysages magnifiques,
vierge de toute pollution touristique. Ici, il n'y a pas assez de médecins, de médicaments, de livres et de cahiers pour les élèves. À l'approche des élections, le budget militaire a presque doublé, pas celui de la santé ni de l'éducation. Dans les écoles, les professeurs vivent grâce à leur lopin de terre, avec parfois 23 mois d'arriérés de salaire. Et une certaine colère envers cette France qui les a quittés un peu trop vite à leur goût. Open your book, your copy books. On vit ici, je ne sais pas comment, au Moyen-Âge. Jusqu'à maintenant, regardons tout ce qui se passe ici. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas même l'électricité. Et pour développer un pays, il fallait les infrastructures. Avec la présence de la France, Mayotte vit dans une situation impeccable. Mais ici, il y a les problèmes politiques, tout ça, il y a des dérangements, l'instabilité, tout ça, ça nous dérange. Et il fallait que la France nous aide aussi, parce que n'oubliez pas que nous sommes... on dit que la France, c'est notre... Comment dirais-je, notre colon. C'est un pays qui devait aussi regarder ici. Vous vous sentez seul? Oui, nous nous sentons seuls. Alors que le français, c'est la langue officielle ici, en juin. On enseigne à partir du français. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui voudraient aller à Mayotte? Oui. Comment tu vas y aller alors? Je vais aller à Kosokosa. C'est dangereux, non? Un peu dangereux, mais toujours Dieu il est là. Pour trouver un embarquement en Kwassa-Kwassa, c'est-à-dire une barque qui vous emmène clandestinement à Mayotte, rendez-vous sur le port de Domoni, l'endroit de tous les possibles. Ici, depuis des décennies, on traverse, on commerce, on échange avec Mayotte. On part pour retrouver sa famille, travailler, s'y faire soigner aussi. Mais depuis 1995, la France a instauré un visa quasi impossible à obtenir pour les Comoriens. Un visa qui se dresse comme un mur entre ces îles et qui favorise la clandestinité. Au détour d'une maison, un chantier naval pour des bateaux de pêche. C'est ce qu'on nous dit. Même si parfois, saisis par la douane, ces barques font la une des journaux. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les pêcheurs, mais j'ai déjà vu à la télé des barques saisies par la police que j'avais fabriquées. C'est le 4e voyage de Mohamed en Kwassa-Kwassa. Aujourd'hui, comme les autres fois, il laisse sa femme et ses 5 enfants quelques mois pour gagner un peu d'argent à Mayotte. Il y a trop de pauvreté ici. On va là-bas pour voir si on peut trouver du travail ou quelque chose à manger. Là-bas, je sais qu'il y a des personnes qui m'attendent. Je ne sais pas ce que je vais trouver exactement. C'est sur place que ça va se décider. Je ne sais pas si les autres ont envie d'y aller. Je ne sais pas ce que pensent les jeunes de mon âge. Mais moi, j'aimerais bien y aller, parce que je suis malade. Je voudrais bien voir un médecin pour lui parler de mes problèmes, pour guérir, parce que j'ai mal quand je respire. La seule solution pour aller à Mayotte, c'est la clandestinité. Et la femme de Mohamed n'est pas prête pour ce voyage. Je vois que la mort, la difficulté là-dedans. Les gens qui partent là-bas, c'est vrai, c'est une chance, mais il y a aussi plein de gens qui y vont et qui meurent en mer, alors qu'ils voulaient juste trouver une vie meilleure. Ils y vont, mais moi, j'ai peur de prendre ce risque avec mes enfants. Si partir, c'est partir en Kwassa, je préfère ne pas y aller. Mohamed a rendez-vous avec le passeur.
Même si trouver un kwassa ici, c'est presque aussi facile que trouver un bus, l'heure et le lieu de départ ne seront donnés qu'à la dernière minute. Tout le monde sait très bien où se trouve l'agence. Tu vas les voir et tu leur demandes quand est-ce qu'il y a un départ de Kwassa. Ils te le disent et après, tu n'as plus qu'à payer. Il faut aller voir Karima là-bas. Karima vous récupérera et vous descendra vers la mer. Le départ sera à midi. On a des agents spéciaux qui travaillent pour nous. Ils vont chercher les clients dans les villages et nous les ramènent. Après, nous, on sait qui on embarque et combien de passagers on aura. C'est lui qui va les récupérer et qui nous ramène l'argent le jour du départ. Plage de Domoni, pas loin de la ville. Mohamed et d'autres passagers attendent leur kwassa. Ils s'impatientent, ont peur d'être repérés. Officiellement, ces voyages sont interdits, même si les autorités nous ont assuré que nous pouvions filmer ces départs en toute liberté. Ça va un peu peur ou ça va? Oui, ça va. Des départs de kwassa, il y en a 5 ou 6 par jour. Le soir, parfois la journée. Ces deux jeunes filles de 13 et 15 ans ont payé 100 € chacune pour rejoindre leur père. La traversée peut coûter parfois plus cher. Un vrai business qui profite surtout à ceux qui l'organisent. Je gagne beaucoup mieux ma vie comme ça qu'en pêchant. Avec ça, je peux gagner 1000 € par passage. Ma seule peur, c'est qu'on me mette en prison et qu'on me prenne ma vedette. J'ai des frères là-bas, je voudrais bien les rejoindre. Là-bas, c'est la belle vie. Moi, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller là-bas. T'as peur de la mer? Non, j'ai pas envie. Il y en a plein qui sont morts là-dedans. Mohamed, comme beaucoup d'Anjouanais, a de la famille à Mayotte. Aller de l'autre côté pour un mariage ou une naissance, c'est une tradition devenue dangereuse avec l'instauration du nouveau visa. Ces voyages clandestins, souvent de nuit sur des barques surchargées, causent la mort de centaines de personnes chaque année. Mohamed et les autres arriveront sains et saufs à Mayotte. 3 jours plus tard, Mohamed sera arrêté et expulsé par avion. Retour à Anjouan, fin du voyage. Côté français, l'étau se resserre. L'État a décidé de freiner ce flot d'immigrants qui arrivent par la mer. La marine, la gendarmerie maritime et la police de l'air et des frontières sont mises à contribution. Ce soir-là, nous suivons une patrouille au large de Mayotte. À l'aide de jumelles thermiques, ils tentent de repérer les kwassa-kwassa. Premier contrôle, ce ne sont que des pêcheurs. Soudain... Il y a du monde là-dessus. C'est quoi ça? Ça navigue, hein? Ça navigue. Il y a plein de gens dessus, Saïd. Saïd, c'est un kwassa. Saïd, c'est un kwassa. Je te jure, c'est un kwassa. Là. C'est un kwassa. Mettez tout le monde, c'est un kwassa. Un kwassa. Mettez-le la lumière. Ah vas-y, vas-y toi. Tu peux nous foncer, ta fille de pute. Panique à bord. Un kwassa et ses 35 passagers vient de percuter la vedette de police. Avec le choc, des clandestins ont été éjectés de l'embarcation. Un policier plonge immédiatement pour attraper les 2 passeurs. Pendant ce temps, sans personne aux commandes, le kwassa continue sa course dans la nuit. La barrière de corail n'est pas loin. Un autre policier arrive à maîtriser l'embarcation. Les gars, avec le bateau, il y a du galon, merde. Oh, lieutenant, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier passeur. Allez.
Passeurs et passagers sont récupérés. Tout le monde est sain et sauf. Transit de peur, d'effroi. Ils étaient partis d'Anjouan, il y a quelques heures. Pour la police, cette collision est une technique des passeurs pour échapper à la prison. C'est quasiment la première fois où ils nous percutent comme ça volontairement, alors que bon, on n'a pas entamé de poursuite, quoi. Ils sont venus vers nous, ils nous ont percutés, ils se sont mis en danger. C'est un peu ce que je vous ai expliqué, les passeurs ils sont prêts à tout pour se sauver eux. Là ils se disent, dans la confusion, éventuellement on ne saura plus qui je suis. J'avais déjà payé, alors même si on était beaucoup, je suis monté dans la barque. Si je refusais de monter, on ne me rendait pas mon argent. Alors j'ai foncé. Mon chagrin, c'est mes enfants. Je suis venu les récupérer et partir. Tant que je ne les aurai pas, je reviendrai. J'arrêterai jamais. Je viendrai en pirogue s'il le faut. Toute ma vie, je l'ai investi à Mayotte. Au retour, nous croisons une vedette des douanes. Elle aussi a intercepté un kwassa. 25 passagers à bord, 2 passeurs et 7 chèvres. On le suit. Il y a des femmes enceintes, il y a des petits en bas âge. Là aujourd'hui on n'a pas de bébés, mais on a régulièrement des bébés. Ça fait quand même quelque chose de savoir qu'ils ont passé peut-être 6 heures, 10 heures en mer, qu'ils jouent leur vie pour tenter de trouver le paradis pour eux à Mayotte. Donc bon, oui, ça fait quelque chose, hein. On reste pas indifférent. Mais il faut les prendre, hein. Beaucoup de ces passagers ont déjà été expulsés une première fois, sans avoir eu le temps de prévenir leur famille restée à Mayotte. Mes enfants sont là-bas tout seuls. Même maintenant, si vous partez là-bas, vous les trouverez. Il n'y a personne pour s'en occuper. Leur père, on l'a attrapé, il est mort en mer. C'est la 3e fois que je viens pour les récupérer. On me rattrape chaque fois, avant que j'ai le temps d'aller les chercher. La France a durci sa position face aux clandestins. Arrestations, expulsions, le rythme s'accélère. L'État français vise 12 000 expulsions par an. Quelque part à Mayotte, un village perdu dans la mangrove. Jour de funérailles pour un des leurs. Un pêcheur enjouané disparu en mer et jamais revenu. Ces hommes et ces femmes sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans ou plus et n'ont jamais réussi à obtenir leurs papiers. Des illusions d'une vie rêvée. On nous dit que c'est la belle vie ici. T'as compris l'histoire? Comme c'est la belle vie, on vient. En fait, la vie à Mayotte est très difficile pour nous. Mais on ne sait plus quoi faire. Ils nous passent les menottes même quand on est enceinte. Ils nous jettent par terre dans la rue. Et puis on court, on grimpe dans les arbres. On se blesse partout. On ne sait pas où aller, pas quoi faire. On vient ici pour une vie meilleure. En fait, cette vie-là n'existe pas. أشهد أن لا إله إلا Dans ce village de pêcheurs, les hommes partent en mer depuis des années. Ils prennent des risques, mais ne sont pas déclarés. Ibou les connaît bien
et tente de les aider. Normalement, vos chefs doivent tout faire pour vous obtenir des papiers puisque moi, on me les a fait. Vous aussi, vos employeurs doivent vous déclarer pour que vous puissiez avoir vos cartes de séjour. Regardez un village comme celui-ci. Aucun pêcheur n'est déclaré. Toutes ces barques que vous voyez là, ils sont prises tous les jours par des pêcheurs clandestins. Nous croyons qu'il faut faire un geste humain, quoi. À Mayotte, toute l'économie fonctionne avec ces clandestins. Philippe Marot est armateur. Pour lui, il y a pénurie de main-d'œuvre et le secteur de la pêche ne peut pas vivre sans embaucher ses enjoignés. On est bien obligé d'avoir ces gens-là. Un pays qui n'a pas d'étrangers, c'est vrai qu'il y a certains qui n'ont rien à voir dans ce pays. Tout à fait normal, c'est comme en France. Il y a certains immigrés qui n'ont rien à voir en France. C'est la même chose. Aujourd'hui, on en a besoin de certains secteurs, on a besoin de telle ou telle personne. Si on n'en a pas, on est obligé de faire venir des gens comme ça. Pour Jean-Paul Kiel, préfet de Mayotte, la situation est claire. Il faut expulser les clandestins et condamner les employeurs qui favorisent le système. Le système profite aux Mahorais aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux. Sur le dos des clandestins quand même. Sur le dos des clandestins, mais surtout en ayant occulté le fait qu'on développera Mayotte, on ne développera pas Mayotte avec les clandestins, on développera Mayotte avec les jeunes Mahorais. Aujourd'hui, on a à Mayotte énormément de jeunes Mahorais qui sortent du système scolaire, soit en filière générale, soit en filière professionnelle, et qui demain ont besoin de travail. Donc c'est à eux que revient la priorité de l'embauche sur Mayotte. Ces derniers temps, des sentiments anti-clandestins ont animé l'île. Trop d'enfants enjoignés dans les écoles, trop de femmes enceintes dans les hôpitaux. Pourtant, tous les jours sur les routes, des sans-papiers vendent du poisson à la brouette. Parmi leurs bons clients, des Mahorais bien sûr. C'est normal qu'on les expulse, on ne peut pas les laisser comme ça. Mais moi, quand j'ai besoin... de racheter la nourriture. Mais bien sûr. Mais... Donc vous participez au système? Non, je ne participe pas. On les a laissés entrer dans notre pays. Là, ils exploitent notre pays. C'est les poissons justement de Mayotte et tout. Mais j'ai besoin de poissons, mais je ne peux pas rester là sans rien alors qu'il y a le poisson en vente. J'achète le poisson, je suis obligé d'acheter le poisson. Après 12 heures en mer, Ibou rentre de la pêche. Regardez toute cette boue. J'étais à la mer et je viens d'arriver. Hier, je suis tombé là-dedans, là, dans la boue. Ça veut dire que je ne suis pas bien, que je ne vais pas bien. Mais ce qui m'a permis de rester, de tenir ici, c'est la vie. C'est pour survivre. J'aimerais vraiment aller en France, quand j'aurai de l'argent. Je resterai là-bas parce qu'ici, à Mayotte, c'est très difficile. Avec la carte de séjour d'1 an que lui donne la préfecture, Ibou ne peut pas aller en France pour le moment. Avec son salaire de 300 € par mois, il ne risque pas non plus d'offrir un billet pour la métropole à toute sa famille. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, l'île de la liberté et des espoirs s'est refermée comme un piège.